Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ma chronique BD. La semaine passée, je n'ai malheureusement pas pu la faire. J'ai eu un empêchement. Alors, je suis de retour cette semaine pour vous parler de littérature, majoritairement de la BD. Et je vous rappelle le concept de mes chroniques. Je parle pratiquement à 100% de livres qui sont disponibles à la bibliothèque François Hertel, dans lequel je travaille, qui est situé dans le cégep de la Pocatière. Alors, tous les bouquins que j'avais parlé sont tous des bouquins qui sont disponibles, que vous pouvez venir lire, emprunter, feuilleter, regarder, faites ce que vous voulez. Et majoritairement, j'espère qu'ils sont également disponibles dans d'autres bibliothèques, soit du Québec ou de l'international, bien entendu. Toujours en direct, alors il n'y a pas de montage, il n'y a pas de flafla, il n'y aura pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas de truc qui va apparaître dans l'écran avec des images, ce n'est que moi et vous. Et puis on se jase de BD, de littérature. Et comme je suis en direct, je vais répondre à vos salutations, à vos commentaires, à vos questions. Et je vais essayer d'y répondre du meilleur de mes capacités. Alors, c'est ça mes chroniques. Et puis, ce n'est que moi et vous. Alors, il y a Stéphane qui me dit bonjour. Alors, bonjour Stéphane. Et à tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Et mon ami Sébastien également. Salutations. Alors, aujourd'hui, petite capsule, pas très longue. Habituellement, je fais des capsules d'à peu près 30-40 minutes. Ça va peut-être être moins un peu. Je manque d'énergie un peu. J'ai hâte que le soleil arrive. Là, je suis comme un peu démotivé au niveau de tout ça. Et puis, j'ai lu des trucs un peu plus lourds au niveau de la BD. Alors, des fois, ça pèse sur le moral un peu, ce genre de lecture. Il y a mon ami Franck qui me dit « Hey Marc, alors salut mon ami Franck de la France. » Alors, j'ai lu beaucoup moins de BD que je lis habituellement, mais j'ai quand même discuté de SOS Bonheur 2. Alors, et de SOS Bonheur également du premier, mais j'en avais déjà parlé, alors je vais bien survoler SOS Bonheur 1, mais je vais vraiment me plonger dans SOS Bonheur 2 qui m'a foutu un cafard extraordinairement lourd. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais aussi vous parler un peu de ma nouvelle lecture qui est le nouveau Bilal Bog, qui n'aide pas du tout à me remonter le moral au niveau de mon cafard de lecture. Et comme j'ai terminé Carbone modifié aussi, alors j'étais un peu comme dans un deuil littéraire. Ça arrive souvent quand on lit des romans ou des BD qui nous ont beaucoup, qu'on a beaucoup aimé, qu'on a une période d'amortissement au niveau de l'émotion. Alors, je suis dans cette période-là, là. Je suis comme dans une transition. Mais avant, je ne peux pas passer outre le fait du décès de M. Stephen Hawking. Pourquoi je parle de Stephen Hawking? Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup vulgarisé la science. Et puis, ici, à la bibliothèque, on a beaucoup de ses livres. Et puis, je voulais quand même en glisser un mot pour vous présenter deux bouquins que je propose, que je trouve qui devraient être des lectures, dont une qui devrait être une lecture obligatoire pour tout le monde, là. Pas seulement pour les élèves, mais qui devrait être une lecture obligatoire pour tout le monde. Et un autre qui pourrait peut-être intéresser les plus jeunes d'entre nous, plus une clientèle plus jeune, pour commencer à connaître l'importance que cet homme-là a eu au niveau de l'humanité. Parce qu'on ne parle pas seulement d'une importance au niveau de la science. Oui, c'est probablement un des plus grands scientifiques tout confondu avec Einstein, mais c'est également quelqu'un qui était profondément humain. Alors, c'était avant tout un grand être humain. Alors, je vais en glisser un petit mot. Il y en a qui me dit « Go, Marc, go! Go, Marc, go! » Et Martin qui m'a dit « Salut, journée Movember en AM. Mouvementé en AM. Journée mouvementée, non. J'ai rarement des journées mouvementées. Je travaille dans une bibliothèque, donc c'est calme, c'est relax, il se passe jamais rien. Puis je passe mes avant-midi puis les après-midi à lire. Ben non, je déconne un peu, là. Je taquine, je rentre dans les vieux préjugés. Alors, si vous n'avez qu'un livre à lire, et ça devrait être un livre obligatoire pour tout le monde, je pense que ce livre-là devrait être une lecture obligatoire tant au niveau, peut-être plus au niveau collégial, mais ça, c'est mon avis. Il y a mon ami Christian qui m'a dit « Salut mon ami Christian, alors mettons mes lunettes pour que j'ai l'air un peu plus intelligent. » C'est bien entendu une brève histoire du temps du Big Bang au trou noir. Alors, c'est ce petit bijou-là qui nous explique réellement qu'est-ce qu'est la cosmologie de façon très, très vulgarisée, très accessible à tout le monde. Et puis, ça démontre à quel point
Stephen Hawking, c'est un vulgarisateur extraordinaire malgré le fait que c'est un génie. Il était capable de passer toute cette connaissance-là à tout le monde, la rendre accessible. Je ne lirai pas la 4e de couverture parce que je veux pas me mettre beaucoup de temps là-dessus, mais ça, c'est un livre que vous devez avoir au moins lu une fois dans votre vie, puis qui va ouvrir des horizons, qui va vous ouvrir les horizons. Et c'est vraiment très, très beau petit livre. Ça, c'est la version Flammarion. C'est la vieille version Flammarion qui n'est plus disponible. Maintenant, ils ont refait une nouvelle édition de ce livre-là. Alors, nous, on a quand même la vieille version. Et pour les plus jeunes, alors si vous avez des enfants, si vous avez des kids que vous voulez vraiment commencer à faire connaître un peu qui était Hawkins, qu'est-ce que la cosmologie, l'astrophysique et tout ça, un instant, pas à ton attention, Marc zappe ce message. OK, je zappe. Bonne suggestion et le film est à voir. OK, parfait. Oui, c'est vrai, exactement. Hawkins en 3 minutes. Ça, c'est une super belle petite collection chez Urtubise. Ça vient vraiment toucher une clientèle plus jeune, mais c'est super bien fait, c'est super bien documenté. Puis ça donne réellement une première impression de ce que Stephen Hawking fait. Ils le font pour pratiquement tous les grands. Ils l'ont fait pour Einstein, Marie Curie, ils le font pour la chimie, la physique. Alors, tous les domaines de la science, ils passent. Et c'est super intéressant parce que c'est des faits, c'est très factuel. C'est très, très accessible. Puis ça nous permet vraiment d'avoir un survol, de commencer à connaître. Hein? Je vais vous donner vraiment là comme... Je veux dire, on va vraiment avoir tout au niveau de sa jeunesse, où il est parti. Et bien entendu, mais on va vraiment parler également de ses théories. Alors, qu'est-ce que la cosmologie? Hein? Je dis, des fois, on essaie de trouver des trucs pour amener nos jeunes vers la science. Pas tout le monde qui est porté à aller vers la science, mais c'est une très belle collection. Et puis, comme M. Hawking nous a quitté, ben, ce petit volume-là pour les plus jeunes et les plus grands, moi, je l'ai dévoré. D'ailleurs, je dévore toutes les Hawkins, toutes les 3 minutes que j'achète. Chez YouTube, je les lis tous. Ça me permet d'avoir une connaissance générale très variée. Et puis, il n'y a pas rien de Google dans la vie pour apprendre des choses. Il y a les livres aussi. Et ça, cette collection-là, ben, c'est une très belle collection qui vous permet de augmenter vos connaissances générales et d'avoir l'air intellectuel et de vous faire rire. C'est une blague. C'est encore dans les préjugés. Bon, passons sur la chose sérieuse de ma chronique. En 88, il y a une collection qui s'appelle Air Libre. J'en ai parlé, ça fait 30 ans. C'est publié, c'est Dupuis. En fait, Dupuis, quand ils ont fait la collection Air Libre, ils ont décidé de se décoller un peu du côté plus grand public, plus enfant, en proposant une collection un peu plus mature, un peu plus adulte. Et cette collection Air Libre-là a permis à beaucoup d'auteurs d'aller dans des sentiers qui étaient inexplorés. Alors, ça a eu un gros impact, cette collection au niveau de la BD du franco-belge. Il y a eu des bijoux dans cette collection-là. Et bien entendu, il y a eu SOS Bonheur. J'en avais déjà parlé de SOS Bonheur, alors je n'en parlerai pas plus. Je vais quand même l'amener en introduction puisque en parlant de SOS Bonheur de la saison 2, je dois quand même faire une petite une introduction avec l'œuvre d'origine, bien entendu. Hein. Tout fonctionne à merveille, l'État-providence veille sur chacun de nous, bonheur officiel, bonheur programmé. Comme toujours, Louis aurait pu feindre d'ignorer la réalité des règles. Ces rebelles systématiquement désenregistrés du grand fichier central et condamnés à la mort civile. Comme toujours, il aurait pu fermer les yeux sur l'existence des îles légales. Ces gosses nés illégalement depuis la loi sur la limitation des naissances. Seulement voilà qu'après 35 ans de loyaux services dans la police, il prend à la Louis l'envie de redresser la tête et de se sortir enfin de la réalité. SOS Bonheur, un rêve éveillé qui se transforme en cauchemar. C'était à l'époque une BD qui était coup de poing parce que Van Damme, à l'époque, pris réellement le modèle de démocratie comme on l'a là, mais il l'a extrapolé très, très loin pour en faire une dystopie, mais toujours en gardant le monde réel. Il n'a pas créé un univers. Alors, il y a mon ami Simon qui m'a dit salut, alors salut Mister. Il a pris réellement l'univers qu'on a, puis qu'il l'a extrapolé pour en faire vraiment un monde,
dystopique où l'État contrôle vraiment tout. Et à la fin, on se rend compte que c'est plus que l'État, c'est vraiment des grosses corporations qui sont en arrière de ça, puis qui viennent vraiment foncer là-dessus. C'était une BD extraordinaire à l'époque, une BD qui a marqué, qui a beaucoup dérangé parce que Van Damme allait très loin. Alors, c'était séparé en petits chapitres, en petites histoires. À l'origine, c'était 3 BD qui a été mis en intégrale. Ça, c'est l'intégrale de 2 minutes, juste ici. Alors, on avait le plan de carrière. Alors, le plan de carrière, c'était quelqu'un qui travaillait dans une compagnie, mais qui ne savait pas qu'est-ce que la compagnie faisait. Alors, il a essayé de découvrir qu'est-ce que la compagnie fait. Et puis, ça l'a amené toujours à poser plus de questions. Et bien entendu, la compagnie, à un moment donné, s'est dit, regarde, t'es pas content de travailler pour nous? Pourquoi tu veux savoir ce que nous faisons? Et puis, ça a avéré que malheureusement, le monsieur en question, il a posé beaucoup trop de questions et il a disparu. Deuxième petite histoire qui est à votre santé. Alors, bien entendu, ça, c'est vraiment le contrôle de la santé excessif par l'État. Alors, on vérifie tout. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous avez votre masque et tout ça? Tout le système de santé est géré par ce qu'appelle la Caisse nationale d'assurance médicale unifiée. Alors, si vous n'êtes pas affilié à ça, vous ne pouvez pas avoir de médicaments, vous ne pouvez pas avoir de soins. Et bien entendu, vous êtes classé selon un niveau. Alors, si vous êtes plus riche, votre niveau est plus élevé, donc vous allez avoir des soins plus rapidement. Alors, on a tout ça et on va suivre à l'intérieur de soi une jeune femme qui va décider de se désaffilier à cette police-là. Et son enfant, malheureusement, va avoir un accident. Alors, elle va se blesser et attraper le tétanos et elle n'aura pas le droit de le guérir. Alors, elle va essayer de trouver des médicaments, ce qui va faire en sorte qu'elle va devenir une hors-la-loi. Vive les vacances, c'était une autre petite histoire, la troisième, où est-ce que c'est les vacances planifiées par rapport à votre statut social. Alors, l'histoire, c'est le petit garçon, c'est un jeune homme, peut-être adolescent, je vous dirais 16, 17, proche de 18 ans, qui d'année en année vit toujours ses vacances, mais pendant une époque où ce que c'est gris, dans le fond des vacances à la plage en automne, il est tanné, il ne comprend pas pourquoi il a toujours ça. Alors, c'est vraiment horrible comme histoire, puis ça finit très mal en tant que tel. Je ne veux pas trop voir le punch. La sécurité publique, ça, c'est réellement une belle histoire ce qui nous dit que toutes nos informations sont maintenant fichées dans le grand fichier central. Et à partir de là, dans ce fichier-là, tout est géré. Alors, votre dossier médical, votre dossier financier, votre dossier civil, alors tout est là-dedans. Et du jour au lendemain, la personne qui a vendu cette idée-là au gouvernement, qui est un peu comme le représentant du marketing, va être effacé du fichier central et il n'existera plus. Alors, il n'a plus, et ça va être une mort civile carrément. Alors, malgré le fait que tout le monde le reconnaît, tout le monde sait c'est qui, le fichier central, lui, non. Il me dit, il ne veut pas qu'il n'existe plus pour lui, alors il n'existe plus dans notre société. Alors, on commence à vivre ça un peu. On entend des fois des histoires des gens qui sont morts parce qu'il y a eu une erreur, puis là, ils sont obligés de rechercher leur certificat. Là, c'est tout compliqué, mais dans le fond, c'est à quel point la technologie va contrôler nos vies. Le planning familial, j'en ai parlé un peu des illégales. Alors, c'est les enfants qui sont nés illégalement au-delà du nombre de quotas d'enfants qu'on doit avoir. Alors, ces enfants-là ne sont pas existants dans le fichier central, donc sont vraiment des illégaux. Et bien entendu, on a le dernier qui est la profession protégée, qui est très, très intéressant parce qu'à partir de là, c'est un auteur qui va devenir un peu comme un écrivain de classe 1. Alors, il y a plusieurs types d'écrivains dans SOS Bonheur et il doit écrire au moins un livre par année, mais il ne peut pas écrire ce qu'il veut. Il faut qu'il écrive vraiment une histoire qui rentre dans le cadre de la grande lignée de cette merveilleuse démocratie-là, et il ne le fera pas. Et il va décider de publier ses volumes comme lui le pense, mais de façon illégale, et il va disparaître aussi. Et tout ça, ça va se rendre, toutes ces histoires-là vont s'entremêler pour en finir par une révolution. Et c'est là qu'on va se rendre compte que, dans le fond, cette révolution-là, elle est programmée elle-même par le gouvernement en place pour donner de l'espoir aux gens,
parce que c'est ça, dans le fond, qui fait avancer l'humanité, c'est l'espoir, mais même cet espoir-là est contrôlé par les gens qui sont en haut, les grandes corporations. Alors, c'est pas le fun, c'est pas Jojo, ça fout le cafard, puis tu te dis, mon Dieu, on s'en va-tu réellement là-dedans? Et puis, 30 ans plus tard, ben, on se rend compte que malheureusement, les idées de Van Damme, ben, on les voit, on les sent, ça commence à se faire. C'est pas le fun. J'ai déjà dit que je vais arrêter de lire SOS Bonheur une fois par année quand ça sera plus d'actualité. Je vais avoir 90 ans puis je vais le lire parce que je probablement que je vais vivre à l'intérieur de SOS Bonheur puis c'est pas trippant. Oui, pourrait-on voir quelques planches? Effectivement. Bon, Griffo, on le connaît, c'est un dessinateur qui est semi-réaliste, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui dessine beaucoup au niveau des émotions et tout ça. L'aspect humain, un très bon metteur en scène également. Alors, c'est un dessinateur classique de franco-belge. Alors, et vous allez voir également l'évolution entre le SOS Bonheur et SOS Bonheur saison 2, qui est également dessiné par Griffo. Alors, on en parlera un peu du dessin tout à l'heure. Alors là, on a vraiment du... Je sais que ma caméra, des fois, n'est pas super jolie. Hein, je l'ai déjà parlé que... Tiens, c'est quand même un dessin qui est classique dans le franco-belge. Griffo, je trouve qu'il fait toujours du bon travail. On parle souvent au niveau des émotions, au niveau de la réalité. On peut regarder vraiment le personnage, hein, les dents, les décors. C'est super. Moi, c'est un style de dessin que j'aime beaucoup. On va travailler aussi beaucoup au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau des lignes. Alors, c'est quand même bien. C'est pas le dessin le plus réaliste, mais c'est un beau dessin. C'est un dessin qui nous parle beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Air Libre 88, 2001 pour l'édition ici, chez Dupuis. Ça, c'est SOS Bonheur 1. Ben, SOS Bonheur. Et l'année passée, on a eu droit à SOS Bonheur saison 2, qui est le volume 1. Alors, ce n'est pas écrit par Jean Van Damme, malgré que la préface est faite par Van Damme, mais c'est toujours dessiné par Griffo, mais qui a changé son style de dessin. On va voir l'évolution. Et c'est scénarisé par Stéphane Desberg, et c'est toujours chez Dupuis aux collections Air Libre. Et là, c'est difficile à expliquer. C'est pas une suite, c'est pas un reboot non plus. Je dirais que c'est une actualisation de SOS Bonheur. Mais il y a une immense différence. C'est que dans SOS Bonheur, comme je l'ai dit, Van Damme, dans son scénario, prenait la société dans laquelle on vit, la société démocratique, et l'a extrapolée, mais elle reste toujours elle reste toujours accessible et on se retrouve dans cette société-là. Desberg, pour son SOS Bonheur saison 2, carrément créé un monde un peu plus dystopique, mais qui est moins relié avec notre société. Alors là, on roule vraiment dans une création d'un autre style. Vraiment, c'est très totalitaire. La nation qui est présentée par Desberg, c'est vraiment un univers totalitariste. On va réellement parler de sujets d'actualité d'aujourd'hui, comme la montée de l'extrême droite. Alors, on en parle énormément dans cette BD. La crise des migrants, on va en parler beaucoup dans cette BD. Alors, c'est tous des sujets d'actualité, un peu comme Van Damme faisait, mais au lieu de l'extrapoler dans notre société, on a créé une nouvelle société qui est vraiment plus... moins reliée à la nôtre. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est difficile à dire, là. C'est effrayant, bien entendu. Par contre, c'est moins menaçant, selon moi, que la première, parce qu'on se retrouve moins dans cet univers-là. Il y a des trucs là-dedans qui vont très loin, où ce que je me dis qu'on n'ira pas aussi loin que ça, selon moi. Tandis que dans SOS Bonheur, ben, je pense que les trucs dans SOS Bonheur vont arriver, malheureusement. Alors, ici, pas de chapitre à rien. Je veux dire, pas de titre d'histoire, à rien. Il y a Sam qui m'envoie un gros bonhomme avec un bec, alors... Seulement des petits chapitres. Exemple, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On n'a pas de titre, on n'a rien. Alors, c'est différent. Mais par contre, c'est le même concept. On a des petites histoires de personnages qui vivent dans cet univers-là, qui vont être interreliés parce qu'on se rend compte qu'à la finale, tous ces personnages-là vont avoir un chassé-croisé puis ils vont s'interrelier dans l'histoire finale qu'on va voir dans le tome 2.
parce que ça, c'est vraiment le volume 2, ça, c'est le volume 1. Alors, si on résume un peu quelles sont ces merveilleuses histoires, alors le chapitre noir, excusez-moi, le chapitre 2 est consacré à la gestion du couple par l'État. Alors, on a une mariage arrangé de très, très jeune âge. Alors, les gens vont se rencontrer étant très jeunes. Ils vont être pas matchés. Je ne sais pas c'est quoi le thème en français. C'est un anglicisme, c'est vraiment horrible. Là. Mais ils vont se rencontrer et ces deux-là, ben, on le sait que plus tard, ils vont avoir à se marier. Et puis, l'État va contrôler tout ça. Il va faire en sorte aussi de gérer tout le bon côté de la chose. Alors, plus de divorce dans ce monde-là, parce que le divorce, c'est mauvais. Et c'est surtout comme il faut pas mettre des points négatifs à cette société qui est si parfaite que ça. Alors, l'État va tout faire en sorte que les couples restent et ils vont protéger la dite famille. Bien entendu, dans l'histoire, ben, ça va aller mal parce qu'il va y avoir un couple qui va vouloir pas divorcer, mais aller voir ailleurs. Il va y avoir des frictions dans ces personnages-là. Et ça va finir, bien entendu, qu'il y a un des personnages principaux qui va carrément disparaître de la map, qui va être pris par le gouvernement, puis qui va carrément disparaître. Alors, on a vraiment un contrôle total de tout le côté famille par le gouvernement totalitarisme de ce monde-là. Il y a mon ami Sam qui me dit comme il est sexy quand il met ses lunettes. Non, j'ai l'air plus intelligent, Sam, c'est surtout pour ça. Le chapitre 2 nous parle des migrants. Il y a une crise des migrants à l'intérieur de cette BD-là et ils vont être mis dans des cités. Et puis les migrants vont avoir à travailler dans ces cités-là sans jamais pouvoir en sortir, à moins d'avoir un permis de travail qui lui permet de sortir de ces cités. Et ce permis de travail-là, bien entendu, que c'est le gouvernement qui les donne. Et ce qui est intéressant à l'intérieur de ça, c'est que le personnage principal est probablement de religion musulmane, on le voit avec son voile, et puis elle est née en France, mais elle est considérée pareil comme une migrante parce que ses parents ne sont pas français. Alors, ce n'est pas une vraie Française selon le gouvernement, même si elle est née en France. Alors, c'est magique, hein? Sentez-vous le petit côté réel là, du scénario de Dersberg, là. T'sais? Et là, plus on va monter dans la BD, plus on va monter dans tout l'idéalisme de droite qui ressort aujourd'hui. Là. On le sent, cette montée de popularité-là, de cette populiste, cet petit côté-là qui laisse des fois un goût amer. Et on peut n'être pas d'accord avec ce genre de BD qui est très, très politique, qui parle. Peut-être que pour vous, c'est des trucs que vous dites, ben moi, je suis plutôt d'accord avec cette société-là. C'est parfait. Une BD, c'est là pour nous faire réfléchir. C'est là également pour nous faire débattre. Puis, qu'on soit d'accord ou non, on peut en discuter de façon intelligente. Moi, ça m'a beaucoup marqué, surtout cette BD-là, parce qu'on a souvent cette petite proportion, ici même au Québec, à se demander c'est quoi un Québécois. Et puis, ça me chicote. Hein? Et alors, ce n'est pas que propre à la France. Il y a un petit côté de nous à l'intérieur de ça aussi. Il y a mon ami Yann qui me dit salut. Alors, salut Yann. Alors, on va suivre cette jeune fille-là qui va perdre son emploi parce qu'elle va être tassée parce qu'il y a quelqu'un qui est plus française qu'elle qui va avoir sa job. Comment qu'on peut décider comme quelqu'un qui est plus français que nous? Je ne sais pas trop. Le gouvernement, lui, est capable de le décider et elle va être recrutée pour, vu qu'elle perd son droit de travail, elle ne peut plus sortir de la cité. Donc, elle va être recrutée par le gouvernement pour faire réellement des... Attendez-moi un instant, j'ai le téléphone qui sonne, ils ne sont pas très longs. Oui, Lise? Oui? Oui. Bon, mais là, je fais ma capsule vidéo. Je te rappelle. Bye. Bon, vous savez, je suis en direct. C'est ça, le direct. Moi, je travaille. Là, présentement, je suis en train de dîner, de vous parler et de travailler. Alors, ma collègue Lise qui a besoin d'avoir un lit, je vais la rappeler. Alors, on continue. Cette jeune fille-là va carrément être mise de côté. Et puis, elle va être recrutée pour glaner des informations sur les migrants
Voilà. Alors, on va lui demander vraiment d'espionner son propre peuple. C'est une de mes nombreuses maîtresses au téléphone. C'est ma collègue Lise, qui est la personne qui est à la réception de la bibliothèque. Alors, ça n'arrête jamais une bibliothèque. Et bien entendu, ça va mal finir, encore une fois, que le personnage principal va être mis de côté ou disparaître. Souvent, sur ce bonheur, les personnages principaux sont soit mis de côté ou ils disparaissent. On ne sait jamais où ce qu'ils vont. T'as une photo de Lise? Non, j'ai pas de photo de Lise, mon cher Sam. Le deuxième, ça ressemble beaucoup à l'histoire du premier SOS Bonheur au niveau de la coopérative de santé. Sauf que là, au lieu d'avoir une coopérative de santé qui est gérée par le gouvernement, c'est une coopérative de santé qui est gérée par des privés. Alors, chaque personne a une assurance privée au niveau de la santé et ces assureurs-là ont le droit de vie et de mort sur toi. Alors, ils décident par rapport à ce que tu fais, si tu peux avoir tel soin ou non. Exemple, je te donnerai pas ces soins-là parce que tu n'es pas venu à la dernière réunion où ce qu'on faisait telle chose. Je trouve que tes dernières résultats de santé, tu manques de fer, tu manques de ci, tu manques de ça. Tu n'as pas fait les correctifs, alors ta prime va augmenter. Alors, ils ont vraiment une emprise sur tout. Et c'est même cette compagnie-là qui ont une emprise sur tout le côté éducatif. C'est que les gens qui veulent avoir des bonus ou des bourses pour étudier dans les grandes universités pour aller dans les sphères d'études comme la médecine et tout ça, il faut passer par ces compagnies d'assurance-là qui donnent cette bourse-là. Alors, on a vraiment un contrôle total de cette société-là par ces compagnies privées. Et la jeune fille qui va être le personnage principal de cette histoire-là, son père a perdu sa mère son père a perdu sa femme parce qu'elle était très malade, alors ça a coûté énormément cher. Elle veut étudier en médecine et elle va rencontrer un jeune homme et elle va tomber pas en amour, mais elle va le fréquenter. Et puis, elle va se faire rattraper par la police. Et au moment où la police va lui demander de s'identifier, le jeune homme va partir. Et puis, on va se rendre compte que le jeune homme vient d'une famille fortunée. Hein. Il avait peur que ça amène des complications. Et la jeune fille va perdre son affiliation. Son père va avoir un accident, pas d'affiliation, faut la sauver. Faut sauver son père. Alors, elle va, par la suite, devenir cobaye pour les compagnies de médecine où ce qu'elle va subir un paquet de tests pour faire soigner son père. Et elle va disparaître dans les dédales de la compagnie, qui va l'utiliser comme un cobaye humain pour le restant de ses jours. C'est le fun. Ça ne fait pas le cafard pantoute. C'est super trippant. Hein? Alors, si tu veux faire soigner ton père, fais-toi piquer, prends des médicaments qui sont pas encore testés. Mais elle voulait être médecin. Donc, elle a un petit peu réussi son travail en aidant la médecine, ce qui n'est pas super réjouissant. Le chapitre 4 est consacré à la gestion du crime. Et là, je vais aller rapidement sur lui. Alors, c'est une histoire assez classique. On a un jeune policier qui rentre, un vieux policier qui part à la retraite. Viens, mon homme, je vais te former. Le vieux policier a comme enrayé toute la criminalité. Alors, c'est comme un genre de héros. Mais on va se rendre compte que la criminalité n'est pas enrayée du tout. Ils l'ont privatisée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de crime, il n'y a plus de prostitution, il n'y a plus rien. Mais elle existe encore, mais elle est cachée. Et surtout, ils ont donné la gestion de cette criminalité-là aux criminels eux-mêmes. Alors, c'est carrément tordu comme histoire. Et le jeune policier qui est idéaliste, lui, va vouloir dire « Non, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas arrêter des gens qui n'ont pas commis de crime. Vous ne pouvez pas arrêter des gens qui ont rien fait. » Ils vont essayer d'aller au-delà de ça, de dénoncer ça. Et les criminels qui sont en arrière de ça, et la police, parce que tout le monde est de mèche, et le gouvernement totalitariste va dire, mon jeune homme, je suis désolé pour toi, mais on va être obligé de te casser. Et ils vont faire en sorte que sa femme soit accusée d'un crime. Ils vont la kidnapper, ils vont la prendre, et puis ils vont l'enlever ailleurs, puis ils vont dire au jeune homme, tu rentres dans le système, ou tu rentres pas. Mais si tu rentres dans le système, tu as peut-être une chance un jour ou l'autre de la revoir, ta jeune femme. Sinon, bye bye, mon chummy boy. On ne sait pas où qu'elle est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on y fait. Suis le bateau, mon homme. Alors, c'est ça, le chapitre 4. Hein? Et c'est pas super réjouissant de voir le fameux policier qui a un taux de succès extraordinaire, qui profite lui-même de cette criminalité-là en allant chez les
les prostituées, profiter grassement de tout ce que l'État peut lui donner et en jouissant d'une réputation de sauveur de la cité parce que pour les gens, c'est lui qui a enrayé la criminalité. Elle n'est pas enrayée, la criminalité, elle est là, elle est juste cachée et elle est contrôlée par le privé. C'est pas le fun. Le chapitre 5 est particulièrement horrible. Alors, on va y faire carrément la promotion du nazisme. Alors, on va suivre l'histoire d'un professeur un peu plus vieux qui a connu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et ses étudiants, eux, ne sont pas au courant de ça parce que c'est l'autre génération. Et puis, ils vont commencer à poser des questions du fait de savoir pourquoi qu'on n'en parle jamais. Eh bien, on n'en parle pas parce que le gouvernement a décidé que ça n'avait jamais existé, que la guerre, bien entendu, elle existait, mais toutes les horreurs de la guerre étaient nécessaires et que Hitler était un grand homme parce qu'il a sorti l'Allemagne de la misère et que tout le Auschwitz et tout ça, ben, il n'y avait pas de preuve que c'était seulement des raconteurs et qu'on ne pouvait pas dire ça parce que le modèle de la société est basé sur le même modèle que ce que Hitler a fait au niveau du Troisième Reich, alors quelqu'un de très fort, très puissant, qui sort son peuple de la misère et puis qui va vraiment galvaniser ses troupes et tout ça. Alors, le bonheur total, on n'a pas le droit d'en parler. Le professeur va décider quand même d'en parler. Il a même dans sa maison une collection de vieux livres qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale et toutes les horreurs qu'Hitler a faites. Et il va, bien entendu, être maté par la police de l'État. Et ben, comme d'habitude, vous savez bien que ça va mal finir. La jeune fille, la jeune étudiante qui est un peu à l'origine de tout ce remue-ménage va disparaître et c'est là qu'on va se rendre compte que il y a encore à l'intérieur de cet État-là, où il n'y a pas de crime, où que tout va bien, des prisons privées, où ce que les gens qui parlent trop, les gens qui ne sont pas pour le régime, sont enfermés à vie. Et on ne sait pas trop les conditions de ces gens-là, mais j'imagine qu'ils n'ont pas de télé, puis qui ne mangent pas de filet mignon le soir dans leur cellule. Alors, on va vraiment loin parce qu'il y a des scènes à l'intérieur de surtout les dialogues. Et je vais peut-être vous en lire une qui est quand même assez incroyable. Là. J'aime toujours ça. Alors, on a ici, là. Auschwitz et les camps d'extermination, c'est ça vos cours d'histoire. Vous croyez vraiment à ces imbécilités, monsieur le professeur, à ces affiliations dénuées de la moindre preuve? C'est cela que vous voulez apprendre à des enfants? En fait, des preuves, il y en existe des milliers. Les livres, les films, oui, des remarquables œuvres de fiction réalisées pour discréditer un régime qui dérangeait. Je ne vois pas pourquoi on aurait éprouvé le besoin de salir l'image d'un des pires assassins de l'histoire. Parce qu'Hitler était un chef, un leader exceptionnel qui a su sortir son pays d'une crise épouvantable. Des hommes comme lui sont indispensables pour guider un pays quand les circonstances l'exigent. Le peuple les respecte et refuse que la boue puisse les atteindre. C'est pourquoi nous devons rejeter les médisances et les fausses accusations. J'arrête là. Ce discours qui sort de la tête de Thesberg, qui est un discours sur l'importance et comment tout le côté Hitler a bien fait, on peut se dire que c'est de la fiction, on peut se dire que c'est comme trop. Malheureusement, non. Le discours qu'on a présentement dans notre société, ben, on le retrouve à l'intérieur de ça. C'est que oui, j'en lis des commentaires et j'en lis des nouvelles qui disent exactement ce que Thesberg dit. Alors, le monté de la droite, c'est ça. Alors, c'est un peu ça que Thesberg veut nous indiquer, veut nous parler à l'intérieur de cette BD-là. Alors, cette histoire-là m'a énormément chamboulé quand j'ai fini de la lire. J'ai fait comme, oh shit, il va loin. Je m'excuse de gros mots, là, mais ça a été vraiment plus fort que moi. Et l'avant-dernière histoire est très, très intéressante. Alors là, on va faire un parallèle avec John F. Kennedy. Le président de cette merveilleuse société de droite totalitariste où tout va bien, où c'est le bonheur total, tout le monde nage dans le bonheur, il n'y a plus de crime, tout va bien, les gens sont heureux, ils travaillent, ils ont une grosse compagnie qui paye,
Alors, les soins de santé, l'éducation, les migrants sont mis dans des cités, ils viennent pas vous écœurer, on les voit pas, c'est tant mieux, ils s'entretuent entre eux autres, c'est correct, c'est pas grave, c'est des migrants, c'est pas des vrais Français, c'est pas des vrais humains, on s'en fout, nous, on vit dans notre société, on est bien, on est heureux. Mais par contre, le président, il y a un semblant de démocratie et il va y avoir des élections et malheureusement, selon les sondages, il est comme pas dans les premiers. Alors, il va demander à un jeune réalisateur de mettre en scène son propre attentat pour remonter dans les sondages, parce qu'on sait bien qu'un martyr, c'est toujours bien. Alors, le jeune metteur en scène va refaire un peu la scène de la mort de Kennedy avec la femme. Alors, ils vont demander à la femme du président, est-ce que vous êtes prêt à prendre une balle pour votre mari pour qu'il puisse gagner? Bien entendu qu'elle va dire oui, parce qu'elle a toujours suivi son mari, elle a toujours suivi le président. Il va tout mettre ça en scène, ça va être super le fun. Ça va très bien se dérouler. Il va engager quelqu'un pour faire le criminel. Alors, tout ça est mis en scène. Et pour les gens qui voient ça, eux pensent que c'est la réalité. Alors, le tireur va être dans le building comme Oswald. La femme va recevoir une balle dans l'épaule. On va faire croire qu'elle lutte entre la vie et la mort. Le président va être considéré comme un héros parce qu'il s'est lancé sur sa femme pour la protéger. Il va remonter dans les sondages. Tout va bien. Et là, c'est là qu'on voit le petit côté vraiment machiavélique de tout ce plan-là, c'est que, bien entendu, la femme va être sacrifiée. Alors, la femme du président va être sacrifiée encore pour mettre encore plus de sympathie envers le président. Et ils vont, bien entendu, liquider toutes les personnes qui ont participé à cette mise en scène-là, sauf le réalisateur qui réussit miraculeusement à s'en sauver, parce que quand les tueurs rentrent à l'intérieur de sa bâtisse, c'est son coloc qui va être pris pour lui, qui va être malheureusement tiré. Alors lui, il va réussir à se sauver, et puis il va disparaître dans la nature. On ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il est recherché par le gouvernement parce que maintenant ils savent qu'il est en vie. Et il va essayer de survivre. C'est ce qu'on va voir pour le moment dans l'histoire, dans le volume numéro 2. Et on termine avec un épilogue exactement comme dans SOS Bonheur 1, où on va avoir un jeune garçon qui va être mandaté par une compagnie pour essayer de glaner des informations sur tous les personnages qui ont disparu. Ils vont dire, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont réussi à s'enfuir ou qui ont complètement disparu, et puis on essaie de glaner des informations parce qu'on pense qu'ils sont dangereux. Et ça se termine avec ce personnage-là qui appelle un de ses collègues pour lui dire « j'ai besoin d'aide parce qu'il se passe quelque chose ». Alors probablement qu'il va avoir un genre de prise de conscience d'une partie de la population de ce que le gouvernement est en train de faire pour essayer de révolutionner ce merveilleux monde, cette merveilleuse société utopique qui est rendue notre société dans SOS Bonheur 2. Alors, la voilà, cette BD. Et je vais vous montrer quelques planches en lisant la 4e de couverture. Avec l'assaisonnement de la sécurité sociale, la restauration des structures matrimoniales et la tolérance zéro de nos élites policières, ce projet est d'une importance capitale dans notre stratégie politique. Plus de 30 ans après le cauchemar d'Orwell nous promettait dans 84, qu'est-il advenu de nos libertés individuelles? Au profit de qui les gouvernements imposent-ils une norme censée organiser le bonheur de tous? Les personnages de Griffo et de Desbert sont confrontés à l'obligation de se confronter à ces lois prétendument prévues pour assurer le bien-être collectif. S'ils refusent ces lois, s'ils se rebellent, ils seront exclus et n'auront d'autre choix que de vivre en paria. Au travers de 6 destins, les auteurs posent la question de ces lois iniques, mais omniprésentes qui étouffent l'aspiration et l'ambition individuelle. Ils reprennent les thématiques explorées par Van Hamme et le même Griffo lors de la première saison. Certes, depuis, le monde a changé, mais cette deuxième saison de SOS Bonheur pose des questions encore avec plus d'acuité et surtout encore avec plus d'actualité. C'est une lecture marquante, exactement comme SOS Bonheur. Quand je l'avais lu, j'avais fait comme ouf, c'est lourd, c'est vraiment des sujets qui viennent vous chercher, qui vous chamboulent. SOS Bonheur 2, c'est la même chose. Je le trouve un petit peu moins dérangeant, un petit peu moins effrayant que le premier, parce que je l'ai expliqué au début, parce que c'est une société qui est moins réaliste, moins collée à la nôtre, mais il parle quand même de thèmes très actuels. Alors, cette montée de la droite-là, cette crise de migrants-là qu'on voit partout, c'est pas réjouissant, et j'espère sincèrement que notre société ne deviendra pas comme ça, que ce n'est pas une BD d'anticipation, parce que sinon, ça va être horrible.
Et je ne veux pas que mes enfants vivent dans une société comme ça. Alors, regardons un peu les planches. Je vous ai montré quelques planches de SOS Bonheur. Alors, on va regarder ici les planches de SOS Bonheur 2. C'est le même dessinateur Griffo. Hein? Mais on sent qu'il a un peu perdu de spontanéité. C'est plus travaillé. Hein? C'est vraiment plus travaillé au niveau du dessin. Je trouve qu'il y a plus de finesse. Il y a plus au niveau des lignes, c'est plus droit. On a vraiment, c'est plus précis. Les couleurs aussi, hein, la coloration moins rouge, moins coloré que le premier. C'est plus sombre, c'est vraiment plus gris. C'est pas Griffo qui a fait les couleurs. Attendez-moi un instant parce qu'on n'en parle jamais. Hein, c'est Florent Daniel. D'ailleurs, on parle jamais des coloristes. Hein, on parle souvent des dessinateurs, des scénaristes. Mais les coloristes aussi font un sacré bel job. Et là-dedans, ben, c'est une sacrée belle job que les coloristes ont fait. Regardez ça, cette scène-là. Là. Rien que les décors, là, le soleil, hein, les cheveux dans le vent et tout ça. Là. C'est vraiment un dessin qui est beaucoup plus réaliste que SOS Bonheur 2. 1. Complètement différent. On voit vraiment l'évolution de Griffo. Puis c'est bien parce que Griffo, c'est quand même quelqu'un qui roule sa bosse depuis longtemps. Alors, on voit vraiment là tous les détails. Là. C'est un dessin que moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup plus adoré ce style réaliste-là. J'ai trouvé que ça collait plus à l'histoire que le style du premier SOS Bonheur. Ça ressemble à de la ligne claire. Oui, c'est vrai. Ça pourrait avoir une petite ligne claire, mais je te dirais, Franck, une ligne claire, mais réaliste. Au niveau des émotions, au niveau des visages. Oui, dans certains décors, Franck. Je pense que dans tous les décors, peut-être, là, mais au niveau des visages, c'est beaucoup plus réaliste. C'est difficile, hein? Je ne suis pas un spécialiste du dessin en tant que tel. Là. Je pourrais dire que oui, que non. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très réaliste comme dessin au niveau des émotions. C'est surtout très bien mis en scène. Et ça, c'est important. On n'en parle jamais de la mise en scène de la BD. Ça roule bien, ça se lit bien. Les personnages sont super bien définis. On les voit évoluer dans ce monde-là, puis c'est cohérent. On n'a pas de difficulté à suivre l'histoire. Bien entendu qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de trucs à assimiler. C'est pas évident, c'est pas une BD non plus qui est à la portée de tout le monde. Je crois que c'est une BD qui est très politique, c'est une BD qui est très dérangeante, mais je pense qu'elle a été créée pour ça, comme SOS Bonheur avait été créée pour ça également dans les années 80. Elle a été faite pour ça, pour nous déranger, pour nous questionner, puis pour nous parler de sujets qui sont très actuels. Et j'ai énormément hâte au volume 2 pour voir comment ça va se finir, si ça va bien se finir, parce qu'habituellement, ça se finit pas toujours bien. Le premier, c'est pas bien fini. Alors, très, très belle page couverture aussi, si vous pouvez voir. Là. Hein? On voit les yeux de la fille. Là. Quand on parle d'une belle composition d'images, là, moi, je suis pas un spécialiste. Là. Pour le moment, qu'il y a peut-être des dessinateurs qui vont dire tu parles à travers ton chapeau, c'est bien correct. Là. Mais on voit vraiment les yeux de la jeune fille qui vont vers l'homme en noir, juste en arrière, qui, on le voit, la suit. C'est une très, très, très belle couverture. Une belle lecture. Très belle lecture. Mais bon Dieu, que c'est pas facile à lire. C'est dérangeant, ça chamboule. Ça vient de chercher, puis ça met un peu d'ombre sur tout un avenir. Je peux pas croire que notre avenir va être comme ça. Parce que sinon, ça serait vraiment, vraiment, vraiment désolant. Je termine avec ce que je suis en train de lire. Enki Bilal, Bog. J'ai 23 pages de lit environ. Et je vais rien que vous en montrer une. Je vais arrêter ça là. Je vais arrêter ça là. Donner un peu l'exemple. Et je terminerai sur le concept de Bog, c'est qu'à un moment donné, toute l'information numérique de la planète est complètement vaporisée. Alors, il n'y a plus aucune donnée informatique qui existe. Alors, c'est fini. Toutes les bases de données ont été effacées, ont été purgées.
Il n'y a plus rien. Alors, et puis dans ce monde-là, ben, c'était très évolué. Les avions pouvaient voler tout seul, pas de pilote et tout ça. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et puis, je terminerai sur le blocage lévitationnel. Il n'y a pas rien de binaire qui peut passer à ça. Alors, le milliardaire Jeff Casanova, 87 ans, dénumérisé, en blocage lévitationnel au-dessus de Central Park. Alors, bonjour monsieur, vous allez trouver le temps long parce qu'il ne descendra plus jamais de là parce que son blocage lévitationnel est activé. Alors, il va léviter pour le restant de ses jours, probablement, au-dessus de Central Park. Marc, c'est quand même pas pire, Central Park, c'est beau. Alors, probablement qu'il va avoir une belle vue. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si vous avez aimé, un petit pouce vert, un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit bonhomme colère, ça ne me dérange pas. Vous pouvez partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous remercie. Puis, je vais vous souhaiter une bonne BD. Au revoir.